Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir je recevrai des jeunes membres de l'association Pajambel qui veulent changer leur Guadeloupe. À 20h vous retrouverez Yves-Lise Boissé pour ses politiques, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le mardi 30 juin 2020 et l'on débute sans plus tarder avec la traditionnelle révision des prix des produits pétroliers qui pour le mois de juillet partent à la hausse. L'essence sans plomb prend 7 centimes et passe de 1,24€ à 1,31€, plus 6 centimes pour le gazole qui vous coûtera 1,13€ à la pompe. Et la championne des augmentations ce mois-ci, c'est la bouteille de gaz dont le prix est fixé à 18,96€ au lieu de 18,03€, soit 93 centimes de plus. Pendant le confinement, l'activité économique a connu un recul de 20% en Guadeloupe et de 3% sur l'année. Une crise économique causée en grande partie par une baisse de 28% de la consommation des ménages ou encore 83% des importations en moins et 19% d'investissements qui n'ont pas suivi. Sur l'année, ce sont pas moins de 281 millions d'euros de moins sur le produit intérieur brut. Heureusement qu'il est quand même élevé à 8 milliards. En tout cas, ces données statistiques ont été dévoilées par l'INSEE aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat des comptes économiques rapides pour l'outre-mer, histoire qu'on sache où on se situe. Regardez. On a recueilli la majorité d'informations que nous, on suit déjà quotidiennement, régulièrement, donc sur comment ça se passe dans le secteur d'activité. C'est aussi un partenariat avec l'IEDOM et l'AFD qui eux aussi ont des données, notamment des données bancaires ou des indices de confiance des chefs d'entreprise. Donc tout ça nous a permis de faire des estimations, une estimation de l'impact. Et donc on évolue sur la période de confinement à une perte de moins 20% sur le PIB de la Guadeloupe. C'est clair, 20% c'est assez conséquent, mais on n'est pas les seuls. On a fait ces mêmes études sur la Martinique, on arrive sur les mêmes chiffres. En Guyane, on est à du moins 24%. Traite du Covid est inédit et le recours au chômage partiel qui a été fortement utilisé en Guadeloupe, oui, c'est inédit. 2/3 des salariés qui, entre guillemets, ont presque maintenu leur revenu grâce à ce dispositif, c'est complètement inédit. Si on évaluait l'impact sur l'année, donc sur 2020, on sera à du moins 3% de PIB, ce qui correspond à peu près moins 280 millions d'euros. La consommation des ménages a baissé de moins 28% sur cette période-là. Le fait que les gens ont moins consommé, du coup, on a eu moins d'importations. Mais en revanche, la balance commerciale est restée déficitaire du fait qu'on a beaucoup moins exporté, moins 83%, donc c'est énorme sur la période. Notre étude, c'est juste un point sur ce qui s'est passé dans le confinement. Donc ça ne donne pas des solutions pour en sortir, ça fait un état des lieux et on voit à peu près ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière. Sur l'année, si les choses restent comme ça, parce qu'on a vraiment comparé que sur la période par rapport à l'année dernière, on est sur du moins 3% du PIB. Ceci dit, on n'a pas encore en capacité d'anticiper les réactions, par exemple, des consommateurs qui peut-être maintenant vont être amenés à vouloir consommer plus ou, entre guillemets, rattraper le retard qu'ils avaient pendant le confinement où ils ne pouvaient pas consommer de fait, quoi. Et depuis le déconfinement, les réouvertures et reprises d'activité sont progressives selon les secteurs, ce qui n'est pas du goût de tous les entrepreneurs. Pour exemple, les gérants de boîtes de nuit n'en peuvent plus d'attendre pour accueillir du public comme au bon vieux temps. Regardez. Casino qui a le droit d'ouvrir un peu plus tôt que tout le monde depuis début juin, alors que c'est 22 de manière nationale. Mais bon, non, les autres n'ont pas de dérogation. Le ministre, M. Véran, a dit aux boîtes de nuit qu'elles devaient s'adapter, se transformer en bar. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a commencé à rouvrir depuis le week-end dernier. C'est simple, on a fermé la terrasse, on a supprimé la moitié de nos banquettes. On avait une capacité de 600 personnes, on est passé à 200 personnes. Ça nous a permis vraiment de pouvoir mettre une distanciation entre les sièges. Le contre-coup, il est énorme, on paye les frais, quoi. Là, le but du jeu, c'est de survivre. C'est simple, moi, juillet, août, c'est 90% de mon chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire ce que je gagne sur un an, il se fait sur ces 2 mois. Au mois de décembre, j'arrive à gagner de quoi tenir janvier, février pendant les périodes un peu calmes. Mais si je ne fais pas juillet, août, c'est fini, je ferme.
On nous demande en tant que boîte de nuit de se transformer en bar. Et le problème, c'est que les bars sont déjà transformés en boîte de nuit depuis longtemps. Donc, c'est quoi la notion d'un bar? C'est quoi la notion d'une boîte de nuit? À quel moment on passe bar? À quel moment on passe boîte de nuit? Vous voyez, c'est très flou. Moi, je suis bar. Maintenant, quel horaire de fermeture j'ai? C'est un grand flou. On ne sait pas où on va, donc on essaye de s'adapter comme on veut. On a toujours la peur de, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on ne va pas venir nous dire de fermer, malgré qu'on essaye de s'adapter au mieux? Mais on est obligé de s'adapter, sinon on ferme. Il ne faut pas rêver en pensant que les gens vont arrêter de faire la fête. Un Guadeloupéen ne va pas arrêter de faire la fête. Jamais. On fait tous la fête ici. Ils iront ailleurs. Ils feront la fête chez eux, dans des villas, sur des bateaux. J'ai des employés qui travaillent pour moi. C'est une part de l'économie guadeloupéenne qui est importante. C'est le monde de la culture en Guadeloupe. Après, on parle encore beaucoup plus loin. C'est les concerts, c'est toute la culture. Mais déjà, au terme boîte de nuit, on est une part pour tout ce qui est lancer des morceaux, faire tourner toute cette économie musicale guadeloupéenne qui est importante. Mais bien sûr, c'est la base, c'est où on lance les morceaux, c'est où on découvre la musique. Après, elle passe sur les radios, elle passe partout, mais si elle n'est pas appuyée par les boîtes de nuit, ça ne marche pas pareil. Un reportage signé Stanley Manicor. Et si nombre de chefs d'entreprise sont aux abois et enregistrent de lourdes pertes, la douane de Guadeloupe, elle se réjouit des saisies effectuées en 2019 et surtout celles de stupéfiants, avec 260 kg de cocaïne saisie, dont 200 kg uniquement à l'aéroport Paul Caraïbes. La douane se félicite de l'efficacité du ciblage des passagers. C'est sans compter l'augmentation des contrôles de containers sur le port, puisque les trafiquants font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour dissimuler leurs marchandises. C'est ainsi que plus de 40 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans du fond de teint. Le reportage de Michel Depape. On a réuni donc pour faire le bilan de l'année 2019. C'était une très bonne année, notamment pour les saisies de stupéfiants, puisqu'on a plus de 200 kilos de cocaïne qui ont été saisis cette année à l'aéroport du Rézé, ce qui montre vraiment la montée en puissance des dispositifs de sélection de passagers qui permettent de sélectionner les mules et d'arriver à ce bon résultat. Donc à la division de Pointe-à-Pitre, on est vraiment axé sur la composante du vecteur portuaire, avec notamment le bureau principal de Jarry qui assure le dédouanement des conteneurs sur la zone du port, donc avec une croissance en plus assez forte ces dernières années du trafic maritime. Et puis la deuxième composante, c'est le contrôle de ces conteneurs par les agents de la surveillance dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et notamment les actions anti-rip-off qu'on a évoquées, c'est-à-dire la recherche de conteneurs pollués par des stupéfiants. On a notamment eu une saisie exceptionnelle de 47 kg aussi de cocaïne qui était dissimulée dans du fond de teint, donc un mode assez original de dissimulation qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Mais ça ne doit pas occulter aussi que la douane a d'autres missions, notamment la surveillance du fret aérien, au-delà des simples voyageurs. Et dans le fret aérien, on peut trouver énormément de choses. Des articles, des contrefaçons bien sûr, mais aussi des articles hors normes, articles électriques qu'on ne peut pas laisser aller sur le marché, et des articles aussi phytosanitaires qui peuvent poser des problèmes. Voilà, on a des personnes qui arrivent avec des graines, avec des tubercules pour essayer de les planter. Voilà, notre travail de douane, c'est de surveiller à la frontière ces importations de végétaux qu'on ne peut pas laisser circuler sur le territoire. De manière également assez importante sur la zone de la division de Pointe-à-Pitre, nous avons 3 autres brigades, la brigade de Port-Louis, la brigade de Saint-François et la brigade de Marie-Galante, qui assurent des missions de surveillance générale, de lutte contre les stupéfiants également, et à certains égards en appui de la police des frontières sur la mission migratoire. Et puis la dernière composante importante de la division, c'est tout ce qui concerne la fiscalité indirecte, c'est-à-dire la gestion de la filière remière, la gestion de l'octroi de mer interne, et puis enfin la gestion du droit de francisation des navires, donc les droits dont doivent s'acquitter les navires en Guadeloupe et à Saint-Martin. Comme chaque année, mais cette année avec un petit peu de retard, la douane présente effectivement son bilan. En un mot, pour résumer, ce bilan est plutôt très positif, puisque que ce soit des indicateurs de saisie, de résultats d'activité, on a des améliorations dans beaucoup de secteurs. En matière de stupéfiants, par exemple, où la douane est attendue puisqu'elle lutte contre la criminalité organisée, en matière de stupéfiants, le nombre de constatations a pu augmenter par rapport à l'année de 2018. Même si la quantité
quantité globale saisie est moins importante en raison d'affaires exceptionnelles qui n'ont pas pu être réalisées en 2019, mais le nombre de constatations, c'est-à-dire le travail au quotidien des douaniers, lui a augmenté et a donné de très bons résultats puisque grosso modo on a une constatation tous les 1 jour et demi. Ce qui fait que pour l'année 2019, on a 293 kg de stupéfiants qui ont été saisis, dont 260 kg de cocaïne. En matière de tabac, avec 835 kg, on est proche des résultats de 2019, là aussi avec un nombre de constatations qui augmente, ce qui veut dire que les douaniers travaillent au quotidien, ils travaillent beaucoup plus et surtout ils travaillent chaque fois avec un ciblage de plus en plus perfectionné qui lui permet de trouver des marchandises de fraude. On parle politique maintenant, puisque dans le cadre de la réhabilitation de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, une délégation de la collectivité régionale s'est rendue sur le chantier. Mise en conformité de l'installation électrique, étanchéité de la toiture du bâtiment, ils sont au programme pour effectivement ces réparations qui vont coûter pas moins de 300 000 €. L'ouvrage devrait être livré avant d'ailleurs la fête des cuisiniers, rassure Harry Chalus, que l'on écoute tout de suite. On a lancé des travaux d'urgence pour mettre en conformité déjà le toit, l'électricité et des fuites qu'il y avait dans cette église avec le concours actuel de l'État parce que nous sommes même en maîtrise d'ouvrage. Sinon, on aurait été obligé de fermer l'église. Donc nous avons lancé ces premiers travaux et aujourd'hui constaté un peu l'avancée des travaux, mais surtout les travaux qui restent à réaliser. Donc là, nous allons rapidement nous asseoir autour d'une table pour essayer de refaire le toit. On nous a annoncé un chiffre, on va essayer de mettre en place ce budget et par la suite faire le maximum de travaux dans cette église, dans cette cathédrale. Donc on ne peut pas laisser tomber. Et nous avons aussi d'autres églises qui sont en chantier, notamment à Mornalo, les Saintes aussi. Il y a d'autres que nous avons fini. Mais c'était pour nous impératif et très urgent de pouvoir finir ces travaux avant le 15 août de manière à ce que la fête des cuisinières puisse se passer comme d'habitude, comme toujours dans cette église. Une église qui est sous avis défavorable depuis 18 mois, donc avec des problèmes à la fois pour les fidèles et puis pour le bâtiment. Et grâce à la maîtrise d'ouvrage prise par la région, grâce au financement de la région qui intervient à hauteur de 300 000 sur un montant de 600 000 pour les travaux d'urgence, ça nous permet déjà de régler tout ce qui est étanchéité et électricité, de faire un diagnostic sur l'ensemble des travaux et de voir ensuite quelles sources de financement on pourrait mobiliser pour arriver à résoudre durablement les difficultés qui se posent aujourd'hui sur le bâtiment. Soulagé et puis au nom de la communauté chrétienne, au nom de tous les chrétiens qui fréquentent cette église, eh bien, je remercie l'État et la région et qui font de leur mieux pour que nous ayons une église apte pour accueillir les fidèles. Dès qu'il s'agit de travaux pour la Guadeloupe, quelle que soit la commune, la région est présente. Et surtout cette église, comme vous le dites, qui est un monument. Aujourd'hui, les choses avancent. Dieu merci, on a perdu quelques mois, je dirais, parce que nous avons pris cette décision il y a passé 2 ans. Mais aujourd'hui, ça avance et les entreprises nous ont promis de livrer avant le 15 août. Des images signées Maxime Morel. Et je viens tout juste de recevoir une info, enfin on est en cours là justement, puisqu'apparemment il y aurait de grosses tensions à la mairie du Gosier, puisque l'investiture qui devait avoir lieu aujourd'hui à 14h ne s'est pas produite, puisque visiblement l'ancien maire de la commune du Gosier, Jean-Pierre Dupont, refuserait de signer donc l'investiture de Cédric Cornet tout simplement. Et donc visiblement, toute son équipe est en ce moment à la mairie du Gosier pour obtenir cette signature. Et voilà plusieurs mois que l'équipe de Clean My Iceland sillonne l'archipel à la recherche de décharges sauvages à éradiquer. Seulement 3 bénévoles au début, ils ont été rejoints par des Guadeloupéens désireux de prêter main forte à cette juste cause. Et pour la 6e opération de nettoyage à Anse-Bertrand, ils étaient 300 à collecter les déchets. Le reportage d'Olivier Moradel. Des décharges sauvages. Aujourd'hui, on est sur la 16e édition depuis septembre 2019 et l'idée, en fait, on choisit des spots, des décharges à ciel ouvert et on essaie de ramener un maximum de bénévoles pour les nettoyer, pour sortir tous les déchets, que ce soit de la ferraille, du plastique, du verre,
et tout ce qu'on trouve. Des gens nous les signalent et on vient repérer, voir quelle quantité il y a à peu près pour évaluer le nombre de bennes et le nombre de bénévoles dont on a besoin. Soit on trouve nous par hasard quand on va se balader un peu. Avec celui d'aujourd'hui, c'est le 16e spot qu'on nettoie et c'est la deuxième fois qu'on vient sur cette zone-là d'ailleurs. On est à notre 3e édition depuis le déconfinement. Avant le confinement, entre septembre et février, on en avait fait 13 si je ne me trompe pas. Donc en moyenne, c'est à peu près 1 ou 2 fois par mois. Après, on a tout un tas d'autres projets autres que du ramassage qui vont venir dans le temps. Je pense qu'on a un bel impact parce que la première édition en septembre, on était 3. Là, on est déjà à peu près une centaine et il y a le double qui est censé encore arriver. La semaine dernière, on était presque une centaine aussi. Il y a 3 semaines, on était 150. Donc je pense qu'on réussit à faire changer les mentalités, on réussit à faire évoluer, avancer les choses sur notre île et on est de plus en plus nombreux. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on fait venir beaucoup de jeunes et beaucoup de locaux. C'est un peu notre objectif premier d'investir les Guadeloupéens pour leur île. Là, ça fait à peu près 2 heures qu'on travaille, on a rempli les 4 bennes, il y a une énorme pile derrière vous, je crois qu'on a sorti au moins 3 ou 4 VHU, il y a une grosse quantité de pneus, de batteries au tout derrière. Et c'est pas fini malheureusement. En fait, on n'est pas forcément satisfait. Bon, après c'est pas fini, on est là encore au moins pour 1 heure. On va pas dire qu'on est satisfait de la quantité de déchets qu'on a sortis, mais on est satisfait du nombre de personnes qu'on a réussi à faire déplacer aujourd'hui, du nombre de locaux, de jeunes. C'était surtout ça le point clé en fait, de faire bouger les choses et montrer qu'on arrive à déplacer du monde, qu'on arrive à faire déplacer la jeunesse, les plus vieux, et d'agir tous ensemble main dans la main. Ça mérite d'être répété, il y a encore beaucoup de travail, c'est pas la seule zone en Guadeloupe comme ça, donc faut juste les trouver le monde, faire appel aux partenaires et après agir tous ensemble. Arrêtez de jeter vos déchets n'importe où, il y a des poubelles pour ça, il faut faire le tri, il faut recycler, donc voilà, arrêtez de salir notre belle île. C'est une belle île. C'est bien de venir bronzer sur les plages, de profiter des plages, de profiter du paysage, mais c'est encore mieux quand c'est propre. Donc voilà, il faut mettre la main à la pâte. Il faut nous montrer la Guadeloupe qu'ensemble nous pouvons faire un bel bitin et c'est un bel bitin de nettoyer le propre pays en nous et pour tout le monde en nous et pour tout le monde quoi. Même. En tout cas, félicitations à toutes ces petites mains qui rendent notre Guadeloupe un peu plus belle. Et on souhaite maintenant joyeux anniversaire à Irena Martial qui a célébré dimanche ses 111 ans. Oui, vous avez bien entendu, ses 111 ans. Visiblement, la doyenne du gosier se porte comme un charme. Une longévité qui semble de famille certainement, vu que sa petite sœur, elle, est âgée de 109 ans. En tout cas, les proches et amis d'Irena sont venus la célébrer. Une fête qu'elle ne risque pas d'oublier. Regardez. Je suis très contente. En plus, c'est moi qui fais son petit repas. Donc, je peux te dire que je suis très contente. Justement, c'est vous qui faites le repas, c'est ce qui fait qu'elle vit aussi. Ah oui, elle préfère ses racines, tout ça. Et patates, bananes, poissons. C'est ce qu'elle aime. C'est vrai qu'on est habitué maintenant à avoir des centenaires, mais 111 ans, c'est peu commun. Qu'est-ce que ça vous fait dans la famille aujourd'hui? Ça nous fait chaud parce que là, sa soeur qui a 109 ans, Madame 109 ans, Madame Bézia. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est de famille? Ah ben c'est dans la famille. Qu'est-ce que vous mangez comme ça pour vivre aussi? Eh ben nous a donné, nous quand on était levés, il y avait pas de produits chimiques. C'était les légumes, quelque chose dans la mer, c'était yaya, bourgo, des trucs comme ça. Et puis on a tout mangé et on est là. D'accord, donc on voit aujourd'hui que toute la famille est là, vous êtes là avec elle au quotidien? Oui, c'est ma maison et elle est avec moi. Et ma fille vient travailler pour elle. C'est moi qui s'en occupe. Comment ça se passe au quotidien avec elle? Avec elle? Très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec elle. Bien. Elle mange bien. Le matin, quand j'arrive, elle a déjà bu son café. J'arrive avant 7h, à 6h30. Elle a déjà bu son café. Et puis, je vais en cuisine, je prépare son déjeuner. Voilà. Elle ne fait pas son âge? Non, elle ne fait pas son âge parce que nous, on oublie et elle n'oublie pas. Si on lui promet quelque chose, elle nous rappelle. Tu as oublié ci, tu as oublié ça, il ne faut pas oublier son dessert, surtout pas. C'est toujours le rôle de chef de famille qu'elle a aujourd'hui? Oui, elle pense à tous ses enfants, même ceux qui ne sont pas là.
Et on parle sport maintenant avec la présentation des Caribbean Games Guadeloupe 2021, autrement dit les Jeux Olympiques de la Caraïbe. Dans un an, jour pour jour, les sélections des pays participants, dont le nôtre, s'affronteront en athlétisme, basketball, natation, judo, cyclisme, futsal et netball. Par contre, le netball sera une grande découverte pour nous. Un événement organisé par la Guadeloupe d'ailleurs qui entend éliminer les obstacles liés à la crise du Covid-19 et le retard accumulé. En tout cas, le cross guadeloupéen a présenté la compétition aujourd'hui. Le reportage. Au mois de septembre et confirmer donc le calendrier sportif et le budget définitif en septembre 2020. 21, où en est-on au niveau de l'organisation aujourd'hui? Alors effectivement c'était le but de la conférence de presse d'aujourd'hui, c'était pour dire effectivement que nous on continue, le projet a été affecté comme tout le monde, il a ralenti, mais nous continuons, le travail avec les ligues donc guadeloupéennes continue. Aujourd'hui nous avons quasiment tous les calendriers, donc des 7 sports, et puis ce qui va vraiment nous faire, on va dire, prendre notre vitesse, ça sera vraiment quand le financement sera bouclé. Effectivement, le financement public et privé a été affecté, puisque les collectivités, même en termes d'élections municipales, tout a été retardé. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ce qui manque pour que le projet prenne une autre vitesse, ça serait ça. Mais en termes d'organisation proprement dite, les contacts avec les confédérations caribéennes se font, les contacts avec le mouvement sportif français et même international se fait aussi. La stratégie de communication aussi est travaillée en interne, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ces jeux vont d'abord concerner donc, les athlètes de moins de 23 ans. Ce sont des jeux de l'avenir, de la vitrine du sport caribéen. Je pense que c'est un bon tremplin pour nous, pour justifier que tous les jeunes sportifs guadeloupéens doivent se préparer à ces jeux, parce qu'en perspective, nous avons les Jeux de la Caraïbe de 2022, d'Amérique centrale de 2022, mais également aussi Paris 2024. Donc nous sommes labellisés Terre de Jeux Paris 2024, donc c'est l'occasion pour nous, avec la collaboration, l'aide et le soutien du CNOSF et également aussi du comité d'organisation de Paris 2024, avec tous nos athlètes de renommée internationale, de donner un coup de projecteur sur ces Jeux. Donc nous essayons par exemple d'avoir des parrains dans chaque discipline, donc ça sera l'occasion pour dire à l'ensemble des Caribéens de bienvenue en Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous sommes optimistes aussi, parce que nous allons essayer de convaincre nos partenaires publics, les autorités politiques du pays, qu'en investissant, dépensant pour ces Jeux, c'est à la fois l'économie sportive, l'économie de la communication, l'événementiel, également aussi le tourisme, l'attractivité de la Guadeloupe. Donc voilà, nous sommes optimistes et c'est à nous maintenant d'aller voir les collectivités, les communautés d'agglomération, les nouveaux maires pour leur dire d'y aller, de croire au sport comme résilience et comme relance pour l'activité en Guadeloupe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais avant de se quitter, un petit rappel d'une information qui est arrivée en pleine édition. Bien noter que la tension est extrêmement forte en ce moment même à la mairie du Gosier, puisque visiblement l'ancien maire, le maire sortant, Monsieur Dupont, refuserait effectivement de signer l'investiture du nouveau maire Cédric Cornet, et actuellement Chicanos est en route, et donc vous pourrez suivre le live sur le Facebook de Canal 10 Télévision. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Surtout, n'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bye. Et à venir sur Canal 10 et dans la tranche info, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai des jeunes membres de l'association Padjambel. Ils nous porteront effectivement des idées pour améliorer effectivement la Guadeloupe. Et avant la coupure pub, retour des traditions, je dis bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à El Carino Valentino Cardona, toujours connecté, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir à Madea Dacia, bonsoir à Virginie Lubin, bonsoir à Dominique Landry et bonsoir à Odile Zingilet. Oui, tous les cheveux sont partis, on se retrouve après la pub.